ça me fait comment on peut arranger ça si on a moi, je vais essayer de E agora? Não, no primeiro dia. Lá em São Paulo. Imagem, São Paulo. Nous allons commencer. Merci d'être venu en dépit de cette météo calamiteuse. Donc tout va bien sûr comme d'habitude se terminer autour d'un verre, mais tout d'abord ça va commencer forcément par des petits topos, donc ça ne sera pas très long, rassurez-vous. Je vais d'abord donner la parole à François Gès, notre éditeur. Ensuite Anne Forcel nous racontera la fabrication d'une revue, de notre revue. Je vous raconterai son histoire et Yacine Travé nous parlera de l'avenir, du travail, des femmes et de notre revue. François. Merci Margaret. Bon, en fait, je ne suis plus l'éditeur de la revue. Hein. J'ai été jusqu'à il y a 4 mois, puisque j'ai quitté la direction de la découverte qui est assurée aujourd'hui par Luc Jalon et qui s'excuse de ne pas pouvoir. C'est lui qui aurait dû parler aujourd'hui à ma place, donc je le représente en quelque sorte. Mais enfin, j'ai suffisamment longtemps accompagné quand même la revue, en effet, que je pense que la découverte est très contente d'éditer pour dire 2 mots, pour dire que je pense que c'est pas un hasard enfin, ça fait longtemps qu'on édite des livres de Margaret et des livres plus généralement sur le genre. On avait déjà publié un collectif il y a très longtemps. Et pour nous, je veux dire, l'orientation qui est celle de la revue, d'explorer, d'approfondir les questions de genre et du travail et de la société, c'est devenu, au fil des années aussi, un axe central de la politique éditoriale de la maison. Et je pense que ça le restera. Et que ça nous a permis de publier des livres, encore tout récemment, l'année dernière, Travail et genre dans le monde, j'avoue qu'il y a un travail absolument extraordinaire fait par Margaret et toute l'équipe de la revue, du MAGE, et qui pour moi est un bouquin très important. Je me souviens, j'en avais parlé il y a plus de 2 ans, quand il était encore en gestation, et je l'avais donné comme exemple à France Culture peut-être du nouveau type de livre de sciences humaines qu'on peut faire aujourd'hui, très international. Celui-là est certainement le plus international de tous ceux que nous avons pu publier, des ouvrages collectifs comme ça de ce genre, pluridisciplinaires. Cette dimension internationale, elle est évidemment consubstantielle à la revue, et c'est ça qui a permis aussi, je pense que la revue peut en être fière, d'avoir été sélectionnée par le Centre national du livre pour bénéficier d'une aide à la traduction d'une sélection d'articles sur le portail Cairn en anglais, puisque nous lançons, enfin la revue est donc sur Cairn depuis 2009, je crois, quelque chose comme ça. Voilà, avec toute la rétrospective. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, la diffusion que la découverte a pu assurer grâce à Cairn en matière numérique aux revues de sciences humaines est quelque chose de tout à fait formidable. Et TGS est une des revues, je pense, qui est le plus vue et le plus visité, et maintenant mondialement. Et avec cette version en anglais du site, où il y aura donc, qui est déjà lancé et qui va monter en puissance jusqu'à la fin de l'année, et qui sera un peu l'interface mondiale, internationale, aussi pour la partie française, ça va donner une nouvelle visibilité, une visibilité plus exactement supplémentaire aux articles de la revue, puisque Cairn aujourd'hui est diffusé dans 700 bibliothèques dans le monde, donc plus de la moitié en dehors de France. Et donc ça, c'est assez formidable, quoi, de penser que malgré les difficultés qui sont sérieuses et graves des ouvrages de sciences humaines en général et des revues en particulier, on a pu, grâce à ça, même si rien n'est jamais gagné et qu'il faut continuer à se battre, maintenir justement une visibilité au travail de recherche, et notamment au travail de recherche novateur et innovateur, qui typiquement sont les études de genre globalement en France, et dont TGS est certainement un des fers de lance. Pour moi, Travail, genre et société, c'est juste une belle aventure. Depuis la création en 1999 et grâce à la confiance de Margaret, j'ai participé à toutes les étapes. Alors d'abord on a défini la ligne éditoriale. Après, le comité de rédaction a été constitué. Après, on a parlé de la structure de la revue. Et après, trouver l'éditeur, le premier éditeur. Et ensuite, il a fallu choisir la maquette, la typographie, le format. Et c'est là où je suis plus particulièrement intervenue. Pardon. Et puis,
On fête les 15 ans, alors 15 ans, c'est pas beaucoup et c'est beaucoup en même temps. C'est 30 numéros qui sont parus. Alors moi, j'ai mesuré sur mon étagère, ça fait 72 cm quand même. Donc près d'un mètre. Et voilà, donc voilà. Après toutes les étapes de la création de la revue, il a fallu fabriquer le premier numéro. Alors c'est une vraie fabrication, d'abord parce que moi je fais la mise en page et je remets à l'éditeur un bon à tirer. Donc c'est vraiment de la fabrication. Travail genre et société, c'est une revue riche par son approche pluridisciplinaire d'une part, internationale d'autre part, et évidemment l'approche genrée que je me plais à qualifier de sexy, je préfère. Pardon. En dépit du stress et des incertitudes, du stress lié aux échéances, ce qui n'est pas propre à Travail genre et société, mais inhérent à toute revue, en dépit de mes incertitudes, de mes doutes, 2 numéros sont parus chaque année. Et oui, et ben chaque numéro, c'est comme un bébé qui naît. En famille, voilà. Alors, il y a 6 rubriques essentielles dans la revue. C'est d'abord parcours, dossier, mutation, controverse, critique et résumé. J'espère que j'ai rien oublié. Enfin, c'est les essentiels. Hein. Je reprends dans le détail. Parcours, c'est une interview. On présente l'interview d'une figure de la recherche ou de la politique ou du mouvement social qui a œuvré aux droits des femmes, enfin pour la cause des femmes, voilà. Et comme ça, je citerai Lucien Neuwirth, Madeleine Gilbert, Gisèle Halimi, Michel Perrault, Judith Butler, mais aussi des parcours d'ouvrières, Nathalie M, Mayan Fati, ou de militantes comme Maya Surdutz. Après la rubrique dossier, ça rassemble plusieurs articles émanant de chercheurs de différentes disciplines autour d'un thème. J'ai particulièrement apprécié le premier numéro, c'était Travail et pauvreté, la part des femmes. Et j'ai bien aimé aussi le numéro Égalité, diversité. Mais ils sont tous intéressants. Le comité de rédaction, sans lui, la revue, elle n'existe pas, bien sûr. Il rassemble une vingtaine de personnes qui sont issues qui viennent d'horizons et de disciplines différentes. C'est une vraie richesse lors des discussions. Tout ça se passe dans une extrême bonne humeur, avec écoute, concertation. Il y a des moments un peu chauds, hein, mais on arrive à fabriquer TGS, donc c'est l'essentiel. Au fil des années, il a fallu donner de plus en plus de visibilité à la revue parce qu'elle est devenue connue et reconnue, scientifiquement parlant. Et ça a été d'abord, très rapidement, j'ai créé le site de la revue. Dans un second temps, on a publié les tables de la revue. Elles sont mises à jour tous les 3-4 ans et elles sont accessibles sur le site de Travail genre et société. Dans un troisième temps, c'était en 2009, donc la Découverte nous a proposé la mise en ligne de Travail genre et société sur Kern, portail de revue en sciences humaines et sociales. Et tout dernièrement, comme l'a dit François Gèze, une sélection d'articles est traduite en anglais et donc accessible sur la plateforme internationale de Kern. L'ambiance au travail, ça c'est très important. Elle est excellente. Il y a un moment que j'apprécie énormément, c'est quand on réfléchit collectivement au titre à donner, et je dois dire que Margaret est très forte. Quand
quand le comité de rédaction a discuté les textes sur le fond, moi j'attaque la forme en mettant en page le numéro. Et là, c'est carrément le bonheur. Le bonheur au travail. Est-ce que vous connaissez? Le prochain dossier. Le prochain dossier, pourquoi pas. Et non, mais sans blaguer, ça prend vraiment forme pour moi quand le contenu prend place dans son contenant. C'est pas l'inverse, non, c'est ça. Et voilà. Donc tout ça se déroule dans un climat très sympathique, d'écoute et de respect constant. Quand je discute en premier lieu avec les auteurs, avec les membres du comité de rédaction, mais aussi avec nos partenaires, donc la découverte, toute l'équipe de la découverte, l'équipe de Kern, plus particulièrement Marc Minon, je ne sais pas s'il est là, Jean-Baptiste Levater, Delphine Men et Emmanuel Claire qui ont largement contribué à la traduction des articles en anglais, et Ibtissam Kadi avec qui je communique quotidiennement. Je voudrais remercier tout le monde à cette occasion. Ah oui, j'oubliais les traductrices. Il se trouve que pour l'heure, ce ne sont que des femmes, mais on s'entend très bien. Donc chacun d'entre nous connaît et reconnaît la spécialité et le professionnalisme de l'autre, et ça fait que tout fonctionne bien. C'est essentiel. Enfin, cerise sur le gâteau, l'humour. Il n'est pas loin dans tous mes échanges avec tout le monde. Je trouve que c'est important, ça met un peu de rire et de chaleur dans le travail, voilà. Donc le bonheur, hein, comme un bébé. Et voilà, une ambiance très sympathique. Je voudrais remercier l'entrepôt qui nous accueille ce soir, dans cette ambiance pluvieuse mais sympathique. Et je souhaite une très longue vie à Travail Genre et Société. Et je vous avouerai que c'est une façon de me souhaiter à moi une bonne continuation. Voilà. Merci Anne de ce récit de la fabrication d'une revue. Moi j'ai pas beaucoup de voix. Moi je vais vous raconter l'histoire de Travail, Genre et Société. Alors vous voyez défiler un petit peu les noms des gens qui l'ont fait, les numéros de dossier, mais je vais vous raconter l'histoire. Notre histoire commence en fait 4 ans avant la création de Travail, Genre et Société, qui a été créée en 1999, donc Anne l'a dit. Notre histoire commence en fait au moment où nous avons créé le MAGE, en 1995. Le MAGE qui a été le premier groupement de recherche centré sur le genre créé au CNRS. Nous étions quelques-unes, c'était Chantal Rogera, Jacqueline Laufer, Rachel Silvera, Marie Durubella, Marlène Cacot, Anne-Marie Donne-Richard et Elena Hirata. Et Anne Forcel qui était là depuis le début, avant la création de la revue. Donc. Alors 6 mois après la création du MAGE sortent les premiers cahiers du MAGE que nous avons créés. On faisait les actes de nos séminaires en se disant que les séminaires passent, les écrits restent. Et puis, au bout de quelques temps, a émergé l'idée, au bout de 3 ans, l'idée tout à fait fausse que, en faisant ces cahiers, nous n'étions pas si loin d'une revue. C'était l'idée fausse, on s'en est rendu compte en cours de route, mais c'était trop tard pour faire machine arrière. Donc, on a créé cette revue. Nous avons trouvé un premier éditeur à l'Harmattan, par l'intermédiaire de Bruno Péquignot. Denis Prien avait été tout de suite très enthousiaste sur ce projet, et il m'a dit quelque chose dont je me suis souvenue très souvent, et dont je me souviens encore quand je tourne les pages dans ma tête. Il m'a dit, tu verras, pour une revue, le plus dur, c'est de durer. Et en effet. Donc voilà 15 ans. 15 ans ont passé, Travail, Genre et Société est toujours là. C'est notre victoire sur le temps, on va dire, c'est déjà ça, mais au-delà. Au-delà, je voudrais dire que contre vents et marées, nous tenons à notre ligne éditoriale, qui est celle-ci, une revue de recherche critique et engagée, branchée sur le débat social, sans être ni militante ni partisane. Une revue libre, ouverte à la diversité, à la contradiction, à la controverse. Ce n'est pas un long fleuve tranquille. La volonté d'ouverture de la revue, elle est triple. Elle est tout d'abord géographique.
D'emblée, Travail, Genre et Société s'est voulu une revue internationale. Notre territoire n'est pas la France, mais l'Europe et au-delà, les États-Unis, l'Amérique latine, la Chine, le Japon, l'Inde, l'Afrique. Il n'y a pas un seul numéro de la revue qui ne comporte d'articles traduits d'une autre langue ou d'articles s'appuyant sur des comparaisons internationales. Cette volonté d'internationalisation a pris, depuis le début de cette année, une toute autre dimension. François l'a rappelé, grâce au programme mis sur pied par Kern et le CNL, que je remercie vraiment beaucoup ici. Une bonne partie des articles de notre revue sont traduits en anglais et publiés en ligne sur le site de Kern International. Donc merci à toute l'équipe de Kern, dont beaucoup sont là avec nous aujourd'hui. Mais bien sûr, l'anglais c'est formidable, mais nous gardons, voilà, c'est comme ça, notre politique de diversité linguistique. Les résumés de tous les articles sont traduits en anglais, en allemand, en espagnol, en portugais et en chinois. Cette volonté d'ouverture, elle se retrouve aussi dans la palette des disciplines convoquées. Le recours à la pluridisciplinarité a toujours été au cœur de notre travail. En 15 ans d'existence, la revue a publié des articles émanant de sociologues, de statisticiens, anciennes, d'économistes, d'historiennes, de juristes, de philosophes, de politologues, de psychologues, d'anthropologues, musicologues aussi. L'ouverture, elle est aussi et surtout du côté des idées. Notre revue n'est pas celle d'une école ni d'un courant de pensée. Elle est là pour susciter des confrontations entre des chercheurs qui ont des options théoriques différentes, voire opposées, mais qui partagent la conviction élémentaire que le genre est un des axes essentiels de la connaissance, un outil indispensable à l'intelligence du monde social. Notre comité de rédaction, je crois, est à l'image de cette volonté, diversité des points de vue, des disciplines, des générations aussi. Sur beaucoup des grandes questions qui divisent aujourd'hui, qui divisent le féminisme, la prostitution, le voile, la laïcité, nous ne sommes pas d'accord entre nous. Et nous avons souvent des débats serrés, ce qui n'empêche pas de travailler ensemble. Et joyeusement, Anne l'a dit, je le redis, c'est un vrai plaisir pour nous tous et toutes que de faire cette revue. Alors l'équilibre de la revue, il est contenu dans les 3 mots qui constituent son titre, le travail. Le travail, c'est notre grille d'analyse principale, les lunettes à partir desquelles nous regardons la différence des sexes. En ce sens, le travail pour nous, ce n'est pas un domaine spécialisé de la recherche, c'est un fil rouge pour lire le statut des femmes, le statut des hommes et des femmes dans la société. Deuxième terme, le genre qui est toujours présent, quelle que soit son appellation, différence des sexes, masculin, féminin, rapports sociaux de sexe. À chacun, chacune, au fond, de choisir dans ce fond commun le concept qui lui convient. En la matière, je dois dire que nous n'avons pas de religion. Troisième terme, société. Les questions de société qui nous semblent cruciales au regard du genre, même s'ils ne sont pas directement ou immédiatement liés à celle du travail, la prostitution, l'avortement, la parité en politique, bien d'autres sujets trouveront toujours place dans Travail, Genre et Société. Mais reprenons le fil de l'histoire rapidement. En 2009, l'année où nous avons fêté nos 10 ans d'existence, ici même d'ailleurs à l'entrepôt, dans ces locaux que nous avons les plaisirs à retrouver, nous avons rejoint les éditions La Découverte, accueillies par François Gèze. La coïncidence a été heureuse. À l'occasion de cet anniversaire, nous avons retrouvé une maison d'édition avec laquelle les proximités sont multiples, évidentes. Maison d'édition chez qui nous avons publié, chez qui nous continuons de publier les uns, les unes et les autres, nombre de livres individuels et collectifs, et avec qui nous partageons la volonté de défendre la liberté et le sens critique des sciences humaines et sociales. Car il faut bien le dire, les temps sont durs pour l'innovation, pour le plaisir de la lecture, de l'écriture critique. Tout pousse aujourd'hui les revues à se conformer aux nouvelles normes comptables et académiques, édictées par d'insaisissables bureaucraties qui évaluent, qui ordonnent, qui trient, nombre de citations dans des publications américaines, nombre d'évocations dans des revues décrétées incontournables. Ainsi se fabrique cette caricature d'excellence à laquelle nous devrions tous et toutes aspirer. Là n'est pas notre ambition, cette excellence, on la laisse aux mandarins et aux mandarines, et la comptabilité, on l'abandonne aux experts. Vous savez, j'ai souvent envie d'écrire sur la revue, comme sur les paquets de cigarettes, l'excellence nuit gravement à l'intelligence. Pour nous, non. La bonne réputation d'une revue, sa renommée internationale ne se lit pas dans le palmarès mondialisé de l'autocitation. Elle est dans la qualité des textes publiés, dans la vivacité des débats suscités, dans le renouvellement des thèmes, des problématiques, des idées proposées, dans le caractère cosmopolite des contributions. Tel est en tout état de cause le genre de revue que nous voulons. Une revue est là pour publier, pour diffuser, pour valoriser des textes, c'est-à-dire pour s'occuper d'un travail intellectuel. Elle n'est pas là pour servir d'instrument pour une évaluation comptable du travail de recherche. Ce qui compte
c'est ce qui est écrit, ce n'est pas le support qui le publie. Car si on commence à accepter ce classement des revues, alors demain on classera les éditeurs, le CNRS et les universités pourront alors embaucher des comptables analphabètes qui feront l'évaluation. On gagnera sans doute du temps, mais pas forcément de l'intelligence. Le travail genre et société est le fruit d'un immense travail collectif. Anne en a parlé, mais je voudrais rendre hommage, moi aussi, un travail, parce que ce travail, à bien des égards, il ressemble au travail domestique. Il est invisible, il est gratuit, il est ingrat, il échappe à la comptabilité officielle des activités professionnelles. Faire partie du comité de rédaction d'une revue, de notre revue, ce sont des heures et des heures de travail pour une ligne dans un rapport d'activité, pour une misérable case cochée dans ces horribles fiches crack et ribac et autres que nous remplissons à longueur d'année. Mais ce travail insaisissable, il est indispensable. Sans son secrétariat, sans son comité de rédaction, Travail, genre et société n'existerait pas. Donc, grand merci à vous tous et toutes qui faites vivre cette revue. Je voudrais aussi remercier ceux et celles qui nous soutiennent. Le CNL, le CNRS, en particulier la mission pour la place des femmes au CNRS que dirige Anne Pépin, la mairie de Paris, Fatima Lalem notamment, le service des droits des femmes, l'Institut Émilie du Châtelet. Dernière chose importante, notre revue a été créée à l'IRESCO sur le site Pouchet, mais en 2010, nous avons émigré. Nous sommes désormais dans les locaux de l'Université Paris-Descartes, au service, où nous avons été sympathiquement accueillis par François de Singly, Olivier de Martin et tous nos collègues du laboratoire. Ceci n'est pas un détail. Pour nous, c'est très important de travailler dans cet environnement stimulant et amical et dans de bonnes conditions. Une revue aussi, ça a besoin d'une chambre à soi. Et là, nous l'avons. Merci beaucoup. Merci Margaret et bonsoir, bonjour à tous et à toutes. Le travail et l'avenir des femmes. Voilà un beau titre. Tout un programme en fait, trouvé par Margaret. Chacun, chacune sait au comité de rédaction qu'elle n'a pas son pareil, donc pour trouver le titre, à la fois juste et original, souvent en forme de clin d'œil. Et comme elle m'a demandé d'être là aujourd'hui pour parler de cet avenir des femmes au travers du travail, eh bien j'ai écrit mon propos, une fois n'est pas coutume, pour pouvoir être dans ce dialogue à toutes deux avant de vous le proposer. Me voici donc aux prises avec la maxime de Louis Aragon, reprise en ordre inversé par Jean Ferrat, en prélude à la contribution en chanson qui va venir. De l'avenir de l'homme, c'est la femme, chez Aragon, devenue la femme et l'avenir de l'homme chez Ferrat, à le travail et l'avenir des femmes, que voulons-nous signifier par là ? Comme l'a déjà évoqué Margaret, le travail est une grille de lecture de la société, tout comme le genre et les rapports sociaux de sexe, l'ensemble en interaction. Ces deux lunettes, je reprends cette image, mais en fait cette paire de lunettes permet une investigation en profondeur de l'ensemble des activités sociales. Plus que jamais, le travail est une ressource nécessaire dans nos sociétés qui participe de la reconnaissance comme être social à part entière, et tout particulièrement pour les femmes. Même si cela s'accompagne du quart en moins, du côté des salaires, d'un plafond de verre persistant et de parois de verre, d'une précarité d'autant plus résistante que l'emploi est une ressource convoitée. Évidemment, l'indépendance économique permet l'attribution d'une identité sociale autre que celle de mère, d'épouse ou de compagne, de fille de. Le manque d'opportunités de travail pour les femmes est ainsi symptomatique de la place accordée aux unes et aux autres dans la société, mais aussi de l'état d'une profession ou d'un milieu professionnel. Je pense ici, entre autres, au care ou encore à la place plus volontiers reconnue aux femmes parmi les amateurs que les professionnels de la création artistique, par exemple. A contrario, la non-reconnaissance du travail des femmes dans certains secteurs est symptomatique de la manière de penser le travail, en oubliant certaines de ses facettes, donc les fameuses dimensions invisibles. Pour nous, donc, à Travail, genre et société, le travail est précisément un analyseur de la place faite aux femmes et aux hommes, respectivement, dans la société. Nous faisons cette hypothèse forte que tout dans les rapports sociaux renvoie au travail d'une manière ou d'une autre, et que le genre y est intimement associé. L'arrangement entre les sexes prend des chemins très variés dans les pratiques quotidiennes, que celles-ci soient liées aux sphères de la famille, de l'éducation, du travail, des médias, etc. Le genre permet de penser la société en général, tout autant le féminin et le masculin qu'il y a en chacun chacune qu'au-delà de cette alternative. Il ne constitue pas, on l'a dit, un domaine de recherche spécifique, mais bien une grille de lecture révélatrice. Il s'offre pour interroger les inégalités sociales dans leur ensemble, mais aussi les recompositions à l'échelle individuelle et les transformations collectives. Avec cette
paire de lunettes. Donc la pluridisciplinarité est non seulement passionnante, elle est indispensable. Traiter du genre fait réfléchir autrement. Nos outils de réflexion et d'investigation sont interrogés. Cette grille de lecture impose d'autant plus la réflexivité et le questionnement épistémologique. Du travail au genre et vice-versa, il faut ajouter que les études sur le travail ont joué un rôle central dans l'avancée des études de genre. Ni l'un ni l'autre ne constituent donc des domaines d'études parmi d'autres. Ils portent des problématiques essentielles et représentent des outils de compréhension des rapports sociaux. Travail, genre et société, notre revue entend analyser tous les secteurs du travail et de la vie sociale en prenant en compte les aspects visibles et invisibles des activités de toutes les femmes et de tous les hommes. Les thématiques traitées dans les dossiers des 15 années d'existence de la revue en témoignent, ainsi que les controverses, les parcours ou les articles parus dans les mutations. Des femmes exploitées aux patronnes, des organisations institutionnalisées au travail artistique, de la prostitution au travail du corps, de la vie politique au care, du syndicalisme à la mixité scolaire, et je n'égrène que quelques thèmes abordés. Le tout dernier numéro, celui qui vient de sortir, porte sur un sujet carrément scabreux, enseigner le genre. Cela fait 2 ans que nous y travaillons, et voilà que nous nous trouvons par le plus grand des hasards au milieu de cette controverse bien mal emmanchée sur l'enseignement du genre, dans ce cyclone nommé la théorie du genre. Et dans ce même numéro, on pourra lire le parcours d'une ouvrière de Le Jabi intitulé « La volonté d'en découdre ». Les thématiques à venir se posent aussi également au cœur de l'actualité. Les femmes vues d'ailleurs, pour le prochain numéro qui va sortir donc, la ville au prisme du genre, les questions de biotechnologie, de reproduction et de sexualité, les femmes dirigeantes, les classes populaires et le genre, et bien d'autres questions encore. À l'heure d'une ouverture plus grande vers l'international, donc avec la traduction d'articles en anglais et leur disponibilité sur Cairn, nous espérons pouvoir faire vivre longtemps une revue telle que la nôtre, vraiment pluridisciplinaire par exigence de l'angle de lecture, le genre et le travail, donc combinés. Une revue pas consensuelle, dérangeante sûrement, mais dont les débats sont essentiels à la vie intellectuelle. Je ne peux bien évidemment pas conclure cette brève évocation de l'avenir, simplement ouvrir vers la suite et introduire la contribution musicale à nos débats. Une invitation à réfléchir autrement en faisant une place à nos émotions, une invitation à la fête, ensemble. Clémence Savelli est une jeune auteure, compositrice, interprète talentueuse. À ses côtés, un musicien et une musicienne, Pascal Piston, son pianiste, son complice de toujours, et Marjolaine Combon au violoncelle. Clémence nous offre un bouquet de ses chansons où elle évoque la situation des femmes dans tous leurs états. Elle y compte ainsi une femme à travers les âges, de ses premiers cris à son dernier souffle. Et de références poétiques en résonance musicale, on peut y voir comme un écho à la chanson d'Alain Leprest, Madame, que je vous recommande. Le temps donc d'arranger la scène, et nous allons accueillir avec grand plaisir donc Clémence Savelli, Pascal Piston et Marjolaine Cambon pour fêter donc les 15 ans de Travail, Genre et Société tous ensemble, et grand merci à tous. Il était une fois des femmes et des courages sans bruit. Il était une fois des larmes et des silences maudits. À toi, frangine, à l'ombre du vent, à boire, frangine, et marche devant. Tu me manques déjà. Rêves-tu un peu de moi? Les ados qui s'embrassent, se dévorent les dents, se fichent de la grâce, manquent des passants. Ça emballe, ça galoche, ça se tripote par les poches, ça fume des chameaux planqués dans le sac à dos. Mais ils ont dans leurs yeux toute l'ivresse du bel âge. Cette semaine, ils se récitent comme des
qui les dédaignent. Et toi tu serais là simplement à profiter